C'est tout récent. Il est paru ce livre Persistance seigneuriale, histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis son abolition. Et on en parle avec son auteur, Benoît Grenier. Bonjour. Bonjour. Là, Monsieur Grenier, il y a peut-être des gens qui vous connaissent parce que vous n'en êtes pas à votre premier barbecue, là. Ben, non, ça fait quelques années que je donne dans les questions d'histoire rurale, histoire de la Nouvelle-France, les seigneurs, les seigneuresses. Donc, c'est un peu là-dedans que je baigne depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et là, où vous êtes vraiment plongé, ce livre-là qui vient de paraître aux éditions Septentrion, c'est vraiment un travail de longue haleine, encore une fois. Je vous dirais que c'est vraiment un point tournant, là. C'est l'aboutissement d'un projet qui a duré facilement une dizaine d'années. Euh, c'est un peu de prendre l'histoire à rebours, hein, de prendre l'histoire par la fin, parce que déjà, quand je faisais ma thèse de doctorat, on parle au début des années 2000, je m'arrêtais à la date habituellement classique, là, c'est-à-dire 1854, le gouvernement a aboli le régime seigneurial. Donc, la plupart des historiens plaçaient cette date-là comme étant la fin, alors que dans mon livre, puis dans mes études depuis une dizaine d'années, je montre que c'est plutôt le début de quelque chose. C'est le début d'un long processus, un long processus d'abolition, puis qui va laisser des traces dans le paysage, dans l'économie au Québec, mais aussi dans le territoire et dans la mémoire de beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, dans une certaine mesure. Oui, un long processus parce qu'on parle d'une centaine d'années et même plus, là, si je me fie à votre livre. Ben exactement. Déjà, quand on abolit le régime seigneurial, ça fait longtemps que beaucoup considèrent à l'époque là, que c'est quelque chose d'anachronique. Il faut se rappeler qu'en 1854, là, on est déjà en phénomène d'urbanisation. Les villes de Québec, de Montréal se développent beaucoup, mais partout, à part dans les cantons, on reste soumis à des seigneurs qui ont des droits qui sont non rachetables hein, sur les terres. Alors, ça crée beaucoup de problèmes sur le plan économique et social. Donc, tout le monde s'entend pour mettre fin à ça, mais on ne sait pas comment. On n'a pas de révolution comme en France pour dire, oups, on coupe la tête, c'est fini. Alors, ça va être par un processus législatif que ça va se terminer en décembre 1854, sauf que le processus législatif, il va être extrêmement, je dirais, favorable aux seigneurs. On va les indemniser de toutes sortes de manières et ça aura pour effet finalement de donner, j'oserais dire, un second souffle à un régime qui remontait à l'époque de la Nouvelle-France, puis le faire survivre jusqu'au cœur du 20e siècle, voire jusqu'à la fin du 20e siècle. Moi, je suis toujours impressionnée de voir que c'est pas si loin de nous. D'ailleurs, votre enquête d'histoire orale que vous avez utilisée pour faire ce livre-là nous le prouve parce que les gens sont bel et bien vivants et ils n'ont pas tous 120 ans là, pour en parler. Exactement, c'est-à-dire que je suis conscient que si quelqu'un avait fait cette recherche-là il y a 50 ou 60 ans, on aurait été encore plus proche des derniers acteurs des événements, mais j'ai pu rencontrer aux quatre coins du Québec, là, de la région du Bas-Saint-Laurent, en passant par la Beauce jusqu'en Montérégie, la région de Port-Neuf, la Naudière, des gens qui sont porteurs de la mémoire de la fin de ce processus, qui ont la mémoire des personnes qu'on a continué d'appeler seigneurs, seigneuresses, de terres ou de lieux qu'on continue d'appeler la seigneurie de ci, de ça. Donc, c'est pas juste une question qui est reléguée au manuel scolaire, parce que souvent, quand on parle du régime seigneurial, on parle de la Nouvelle-France, on parle de la colonisation, mais ce que ce livre-là veut montrer, c'est que c'est aussi une partie intégrante de notre histoire contemporaine au Québec, puis que le territoire du Québec, de nos jours, il est encore marqué par les décisions qu'on a prises quand on a aboli le régime seigneurial. Déjà, dans la région de la Côte-du-Sud, il y a des seigneuries ou des droits seigneuriaux qui ont perduré jusqu'à tout récemment. J'imagine que vous en traitez aussi dans ce livre-là. De cas qui sont, je dirais, répartis aux quatre coins du Québec. Par exemple, on sait que sur les questions, il y a eu des recours juridiques jusqu'au début du 21e siècle pour des droits sur le littoral, par exemple, sur la grève. Et il faut retourner aux actes de concession d'origine des seigneuries et des censives à l'intérieur des seigneuries pour comprendre qui a droit à quoi, parce qu'on a continué et on a préservé ces droits-là qui sont en quelque sorte inaliénable. Donc, effectivement, ça fait partie de ce qui est expliqué, je dirais, dans la première partie du livre où je veux détailler qu'est-ce qui s'est passé en 1854 et pourquoi des individus ont continué à avoir des droits. Il y a les rentes seigneuriales aussi qui ont continué à être payées pendant très, très longtemps dans la plupart des municipalités. Jusqu'aux années 1940,
le 11 novembre de chaque année, les gens continuaient de verser aux descendants des seigneurs, parce qu'il s'était passé déjà presque un siècle, donc une rente annuelle. Et à partir des années 40, c'est aux municipalités que ça s'est transformé en une forme de taxe municipale. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous racontent, ah, ben, moi, je me souviens, j'ai payé une rente seigneuriale pour ma maison à Saint-Jean-Port-Joli jusqu'en 1970. Donc, là, ça s'est transformé, évidemment, mais c'était toujours un héritage du régime seigneurial. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se souviennent d'individus associés à cet univers seigneurial. Donc, les familles, soit des anciennes familles seigneuriales auxquelles on pense, là, que ce soit les descendants des Taché, par exemple, dans Kamouraska, ou encore des familles qui avaient acquis les droits seigneuriaux, parce que d'autres vieilles familles, comme les Aubert de Gaspé, avaient quitté la région, puis avaient laissé place, je dirais, à des notables locaux qui ont acheté les derniers droits seigneuriaux. Donc, il y a plein de monde qui m'ont raconté ces histoires-là. J'ai aussi eu le privilège, aux quatre coins du Québec, de rencontrer des descendants de ces familles à qui on a transmis quelque chose et pour qui ça veut encore dire quelque chose dans leur bagage familial, d'appartenir à ces anciennes familles seigneuriales. Puis ça s'est avéré vraiment fascinant. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui sont encore enterrés sous les églises, comme aux belles heures du régime seigneurial, parce que les paroisses, même s'ils n'ont plus aucune obligation, ont continué à honorer, je dirais, les descendants des seigneurs, comme à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, vraiment, beaucoup de continuité, beaucoup de découvertes, de surprises, puis aussi de belles rencontres, hein, parce que pour moi, qui suis un historien qui travaille habituellement sur des archives, sur des gens morts depuis longtemps, mais cette recherche-là m'a amené plus près de nous, mais aussi à rencontrer des gens extraordinaires par leur générosité, qui nous ont reçus chez eux, qui nous ont montré leur patrimoine, leur héritage, leurs artefacts, leurs archives, qui nous ont ouvert leurs portes. Puis ce livre leur doit beaucoup, beaucoup. Est-ce que ces documents-là, ces films que vous avez faits avec les différents gens, est-ce que ça va être disponible? Est-ce que vous allez faire un documentaire avec ça? On a fait déjà. Le livre, c'est vraiment le point final. Et je tenais à faire un livre, mais il y a déjà 5 courts-métrages et un long-métrage qui ont été réalisés par ma collègue Stéphanie Lantier, qui est historienne aussi, mais qui est cinéaste, que j'ai associé à mon projet dès le début, parce que ces gens-là, on les a pas juste enregistrés, on les a filmés. On les a filmés dans leur environnement, nous raconter leur histoire du régime seigneurial, et ça a donné lieu à plusieurs films, dont un long-métrage de 65 minutes, et tous ces films qui ont été diffusés dans différentes occasions et qui sont accessibles au public, ils sont tous on peut tous les consulter en ligne là, sur le site de ma recherche à l'Université de Sherbrooke. Puis quand on m'invite, je vais les présenter là, aux quatre coins du Québec. Je serai sur l'île d'Orléans au mois de juin parce qu'il y a aussi une exposition réalisée par le Musée de la mémoire vivante. Il faut que j'insiste, hein, parce que le musée à Saint-Jean-Port-Joli a été un partenaire de la première heure. Tous les témoignages que j'ai réalisés, c'est là qu'ils sont maintenant conservés. Donc, ils peuvent être écoutés dans leur intégralité. Et puis, le musée a obtenu des fonds pour créer une exposition itinérante là, qui est actuellement là, encore pour quelques jours à Saint-Jean-Port-Joli et qui s'en va ensuite à l'île d'Orléans, la maison des aïeux pour tout l'été 2019. Donc, on peut entendre des extraits choisis et voir vraiment des artefacts là, associés aux dernières traces du régime seigneurial. Merci beaucoup, Benoît Grenier. Pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, le livre Persistance seigneuriale, histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis son abolition est disponible depuis peu aux éditions Septentrion. 264 pages et imagées, puisqu'on a ajouté plusieurs photographies et documents. Merci. Merci à vous.